dans cet épisode de la Quinterview. Bon, santé, à cette interview. Allons-y, on sait commencé. Comment on la commence, on ne sait pas comment on la finit. Comment on la termine. Si, on sait, on l'a fini, on disait une tarte au poireau. Mais elle est en Carville en décor derrière, sur la photo, ça va être super. On aurait dû se mettre sur fond blanc, je m'en doutais. Eh bien, on lance le générique si c'est ok pour vous. C'est ok pour vous ? Formidable. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours un podcast d'interviews libres, ouvertes et inclusives qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag ou de construction artistique et même de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Pour ce nouvel épisode de la Quinterview, c'est un double épisode. Enfin non, c'est un simple épisode, mais avec deux invités. L'une est drag queen et l'autre est drag king et créature. Et dans la vie, ils sont amoureux. Ils se sont intéressés au drag presque simultanément. Mais qui a commencé en premier ? Pourquoi ? Comment ? Dans quelle étagère ? Déjà, calmez-vous, je vous trouve bien curieux. Et oui, vous aurez toutes les réponses à la fin de cet épisode. Bienvenue pour votre Quinterview, l'orage mirage et Laurent Tonnoir. Mais bienvenue, merci. Pourquoi je dis bienvenue ? Merci de nous inviter. Pourquoi je dis bienvenue ? Je sais, parce qu'en fait, vous êtes chez moi. Voilà pourquoi je dis bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très bien reçu. Un petit apéritif, il y a du sopalin sur la table, des cacahuètes, des olives, des tomates cerises et du prosecco. C'est apéro Quinterview, c'est formidable. Voilà, c'est ça, c'est un nouveau concept. Ah ouais, non, je trouve ça très très bien. Donc oui, une interview en duo avec donc l'orage mirage et Laurent Tonnoir. Donc on va essayer, on va expérimenter cette interview en duo, voir comment ça se passe. Mais l'idée, c'est de vous connaître et d'en savoir plus sur tous les deux, parce que c'est vrai que votre rapport au drag est très lié aussi. Donc je ne me voyais pas faire cette interview-là l'un puis l'autre. Je trouve que l'un et l'autre, c'est très intéressant. Vous connaissez la Quinterview ? Oui, et puis en plus, je pense qu'on n'est pas assez intéressant séparément. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un podcast en duo. Mais bien sûr qu'on connaît la Quinterview, puisque plusieurs personnes de nos familles respectives y sont passées, je crois. Eh oui. Miroslav, toi les mains, par exemple. Épisode 14, je crois. Et Tounames, épisode 11. Ah, donc tout ça, c'est la famille. Eh oui. Ok, on y reviendra un petit peu plus tard. Avant de commencer, quels sont vos pronoms ? Comment je m'adresse à vous ? Alors moi, c'est je. Dans ce île. Donc ça, c'est Teddy, Laurent Tonnoir. C'est ça. Et moi, du coup, l'orage, c'est plutôt elle quand je suis en l'orage, en drague, et il quand je suis pas en drague, mais généralement, je réponds aussi à elle si je ne suis pas en drague. Enfin, ça ne me choque pas. Voilà. Ok, donc c'est assez pluriel. Donc on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts pour votre Quinterview ? On est prêts ? Absolument. Déjà, on va commencer par toi, l'orage. Donc William, t'es originaire d'où ? Alors, je suis né en région parisienne, mes parents sont parisiens, mais assez tôt, mes parents ont décidé d'aller vivre en campagne, puisque j'ai commencé par la Bourgogne pendant 3 ans. C'était un peu compliqué pour moi, parce que je venais de Paris, qu'on était dans un tout petit village, et que forcément, il y avait ce côté un peu où un alien arrive chez nous, on se connaît tous, mais lui, on ne le connaît pas. C'est comme ça que tu l'as ressenti à l'époque ? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, j'ai senti que j'étais différent déjà. Voilà. Alors, pas forcément par ma queerness, parce que je pense pas qu'à ce moment-là, je m'en doutais. Mais en tout cas, j'ai senti que j'étais différent par rapport aux autres enfants. Et en tout cas, eux me le faisaient ressentir surtout. Voilà. Et donc, j'ai un peu dépéri pendant ces 3 ans au fin fond de la Nièvre. Et ma mère a décidé de me sauver et de se sauver elle-même en allant vivre en Charente-Maritime, à Royan, du coup. Où là, j'étais moins différent, mais où malheureusement, ça reste une ville très bourgeoise. Et c'est là où, au final, je me suis confronté à ma queerness. Ok. Puisque bien sûr, comme beaucoup d'enfants queer, j'ai été outé avant de le devenir. Avant de le savoir toi-même. Exactement. Et voilà, donc ça c'était un peu compliqué quand j'étais au collège, mais après malheureusement. Ça s'est passé comment, si tu veux raconter ? Ouais, bien sûr. Moi du coup j'avais souvent des petites amies, donc du coup filles. Je me posais pas de questions, ça se faisait naturellement. Et en fait, du coup, quand j'étais au collège, vers la 5e, c'est là où ça a un peu tourné.
J'avais pas mal d'amis garçons et du jour au lendemain, ils ont décidé de me tourner un peu le dos. J'avais une voix très aiguë à l'époque et le principal critère, c'était que j'avais une voix de fille, que du coup j'étais une fille, etc. Puis du coup, ils ont décidé de me bully un peu, donc donc là c'était un peu compliqué. Je me suis repenché vers d'autres amis, mais pas forcément des gens qui étaient dans ma classe, donc c'était plutôt compliqué, par exemple dans les vestiaires en salle de sport, les choses comme ça. Mais je continuais à avoir des copines. Après, j'ai eu mon appareil dentaire, comme beaucoup d'enfants, ce qui a coupé net à ma vie amoureuse. Quoi et oui, bah, je sais pas, écoutez, le métal ne plaît pas, visiblement. Et pourtant, maintenant, c'est un kink. Mais Le métal is fundamental. wow, it's fundamental. Ouais, merci. Et donc voilà, mais après, une fois que l'appareil dentaire fut enlevé, je me suis rendu compte de ma queerness, parce que c'est tombé genre en première terminale à peu près. Et là, j'ai sombré du côté obscur de la force, qui est finalement le côté positif. On l'adore. Le côté obscur, mais positif. Voilà. Ok. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Vous aviez quel rapport, quelle vie de famille? Oui, alors du coup, ma mère... donc quand on habitait à Paris, mon père travaillait dans l'immobilier et ma mère était sa secrétaire, un coup classique. Je vous raconte. Ils m'ont pas conçu dans un placard, visiblement, mais ça a été une anecdote de mes parents. Et une fois qu'ils sont partis, mon père a pris une retraite anticipée pour s'occuper de moi. J'étais son seul enfant, mais je suis issu d'une famille recomposée, donc ma mère a déjà eu des enfants avant. Et ma mère s'est lancée dans la céramque. Et du coup, voilà, donc elle a monté sa propre entreprise. J'adore la céramique. Oui, bah voilà. Mais non, c'est pas un bol de ma mère qui est sur la table, désolé. J'en ai te montré, mais j'en ai un, mais c'est pas celui-là. Ah ouais. J'adore la céramique. Voilà, bah je lui donnerai, je dirai un mot. Ah, mais avec plaisir. Franchement, passion céramique. Si ta mère veut me prendre en stage, moi je suis pour. Bah, elle le fait plus, mais peut-être finalement. Ah ouais. Et après, du coup, mon père était retraité. Et quand on est allé vivre à Royan, ma mère a enchaîné. Après, c'était compliqué pour la céramique. Donc, elle a repris des boulots plus alimentaires pour pouvoir finir et pour pouvoir être à la retraite tranquillement après, pour pouvoir avoir toutes ces cotisations, toutes ces choses que font les gens qui ont un métier. Parce que moi, je suis dans les gens des freelances, les troubadours. Donc, je ne sais pas ce que c'est tout ça, moi. Les trimestres, tout ça, je ne connais pas. Je sais pas. No Konosko. Et toi alors, Teddy, c'était quoi ton environnement? Où est-ce que tu as grandi et comment? Oula. Compliqué. Toi, Disons... t'as grandi dans le Nord. Déjà, j'ai grandi dans le Nord, donc ça commence mal. Non, ma famille faisait partie des gens du voyage. Ok. Du coup, jusqu'à mes 10 ans à peu près, j'étais parmi les gens du voyage et on bougeait de ville en ville, ce qui n'était pas particulièrement pratique pour se faire des amis ou pour garder contact, étant donné que je n'avais pas de téléphone et tout ce qui va avec. Donc tu vivais en caravane? Donc je vivais bien évidemment en caravane. Ok. Ouais, non C'était mais... horrible. Ouais, c'est vrai, tu n'aimais pas? Non, insupportable. Pourquoi t'aimais pas? Qu'est-ce qui te déplaisait? Oh bah j'ai plein de points. Hein. Donc, déjà, il fait froid. Ouais. C'est pas très pratique de manière générale en termes de place, en termes de confort, en termes de... Enfin bref, il y a beaucoup de défauts. Ouais. Au bout d'un moment, donc vers mes 10 ans à peu près, on s'est posé et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, en gros, mon père parlait à un de mes frères de sa relation avec une autre femme que ma mère. Et mon frère était pas beaucoup plus âgé que moi et il savait pas trop comment gérer. Donc à un moment donné, il en a parlé à ma mère. Donc une dispute et du coup la séparation. Ok. Voilà. Et donc la fin de la caravane, donc un mal pour un bien. Ça t'a amené à vivre du coup de plein pied et sur le plancher des vaches. C'est ça. Ça fait du bien. Non, ouais. Puis de manière générale, j'avais pas une bonne relation avec mon père, donc non, depuis petit, j'étais assez comment dire, j'avais du poids en trop et mon père me le faisait bien comprendre, ma famille de manière générale, mes frères et sœurs pas mieux, enfin de manière partout quoi. Et du coup, il essayait vachement de me faire changer là-dessus, mais à sa manière.
Donc, c'est-à-dire qu'il me faisait courir dans le, dans le terrain pendant des heures, dans le froid ou dans la chaleur, peu importe le temps de l'année, tous les jours. Ok. Voilà, donc c'était ma punition supplémentaire. Avec l'objectif pour lui que tu perdes du poids. C'est ça. Et Ok. du coup, il me forçait à faire ça dès qu'il rentrait du travail pendant plusieurs heures, pieds nus, sur des cailloux. Voilà, donc c'était sympathique. Puis il me privait. Donc ça, c'était ma punition personnelle, mais sinon, il y avait des punitions générales parce qu'il aimait bien partager les punitions dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à son sens. Donc, Ok. par exemple, du coup, au niveau de la nourriture, du fait que du coup j'étais en surpoids, il voulait aussi passer par là pour me faire perdre du poids. Et du coup, nous priver, donc me priver, mais priver généralement tout le monde par la même occasion de plein de types de nourriture différentes qui pouvaient faire plaisir. Par exemple, Ok. les pizzas ou les trucs comme ça, tu vois. Et en disant toujours la même phrase, c'est-à-dire c'est de la faute de votre petit frère. Donc, Ah, donc en fait, alors, entre guillemets, avec l'optique de te faire perdre du poids, peu importe ce qu'on en pense de ces méthodes-là, mais pas ouf quand même, il te culpabilisait vis-à-vis de toute ta famille et de tes frères en disant si vous mangez pas, entre guillemets, ce que vous voulez, c'est de sa faute. Ok. Et voilà. Et du coup, ça n'arrangeait pas non plus mes relations, déjà pas forcément dingo avec mes frères. Voilà. Tu le vivais comment, ça, tout ça? Tu te rendais compte de la dureté de. Ben, pas trop, parce qu'à cet âge-là, j'avais pas trop le recul sur ça. Et je me disais que c'était bon, un peu normal dans l'idée. Parce que j'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que c'était assez grave. Et du coup, je le prenais comme ça venait, quoi. Ok. Voilà. Pas hyper bien, mais pas non plus trop mal à ce moment-là, en tout cas. Ok. Ok. Et le fait que tes parents se séparent, le fait de vivre en maison, ça a changé un peu ta vie? Oui, oui, beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, le début était un peu rude parce que du coup, on n'avait plus du tout de nouvelles de notre père. Ce qui m'arrangeait un peu, mais, mais pas forcément tout le monde, encore une fois. Et voilà. Du coup, c'était un peu dur au début, c'était bizarre, c'était un changement soudain dans notre vie. Mais très vite, au bout de quelques années, on s'est vite adapté et on a vite fait table rase du passé. Ouais, repris de nouvelles habitudes et de nouvelles C'est vies. ça. Jusqu'au moment où mon père est revenu dans notre vie, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ok. Et le fait d'avoir grandi en se sentant gros ou en se sentant jugé sur son physique, etc., comment tu as réussi à grandir et à évoluer malgré tout? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a obsédé ou tu as réussi à t'en passer, à passer au-dessus de ça? Comment tu as vécu ça? Ça a été toujours difficile. Et à un moment donné, un peu plus qu'un autre. Vers la 4e à peu près, je me suis rendu compte, comment dire, bah déjà que la 3e approchait et donc il fallait commencer à faire un choix de vie. Et du coup, à ce moment-là, je me suis juste dit que bah genre fallait que je me prenne en main parce que bah, mes notes ça allait pas, mes relations sociales ça n'allait pas. Enfin, de manière générale, il y avait rien qui allait. Et je m'étais un peu réfugié dans l'écriture. Donc j'écrivais des petites histoires, pas forcément terribles, mais c'était juste le besoin de s'échapper. Et puis en même temps, ça me permettait d'avoir des amis, entre guillemets, des gens Ok. qui aimaient bien écouter ça. Et du coup, c'était sympa à partager. Et Donc tu crées des histoires, tu mettais une sorte de créativité dans ta vie pour te projeter dans un autre monde. c'est ça, Ok. totalement. Et ça se retrouve dans mon drag, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup aimé les univers très colorés, très un peu enfantins, pas forcément trop, mais un peu. Et donc tout ça, j'aimais bien le retranscrire dans mes histoires que j'écrivais, en me mettant évidemment généralement en personnage principal. Et il faut quand même se régaler. Hein. Il faut quand même. Si on se sert pas soi, qui nous sert? Exactement. Voilà. Et du coup, c'était assez sympa à ce niveau-là. C'était un bel échappatoire et je pouvais être qui je voulais, donc c'était cool. Après, il y a eu la période JDR aussi et jusque fin collège. JDR, l'orage? Jeu de rôle.
C'est important. Ah oui, c'est important, c'est vrai. C'est un journal du quoi genre, Journal du rire, exactement. Journal du rire. Enfin, voilà, Journal du parfait. rire. Donc ouais, donc tu faisais du jeu de rôle. Oui, oui. Quoi donc? Des jeux, j'ai commencé par les jeux classiques, donc le Loup-garou ou Donjons et Dragons. Ok. Et très vite, j'ai commencé à me faire une belle bande de potes à ce moment-là. Et du coup, en fait, tout ce qu'on faisait, c'était jouer à des jeux de rôle en continu, tout le temps, tous les jours, pendant les récréations, tout ça. Et on créait nos propres jeux, en fait. Et du coup, c'était assez marrant. Voilà, bon, très classique, hein, mais c'était assez marrant à faire. Donc c'est le jeu, les jeux de société, le jeu de rôle, la créativité qui t'a un peu sorti de la noirceur entre guillemets de ce que tu pouvais vivre et ce que tu vivais. Ouais, totalement. Bah, ça m'a pas mal aidé à me sortir du truc et à me dire que ouais, je pouvais, enfin, j'étais pas bloqué dans ce que j'étais actuellement à cette période de ma vie. Donc c'était pas mal pour moi, comme échappatoire. Et après, du coup, arrivé en fin de collège, du coup, j'ai choisi la restauration. Donc, avec mes histoires, je pensais, j'avais une vague poussée dans l'idée où je pouvais peut-être faire scénariste. Voilà, mais ça n'a pas été le cas parce que très vite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la voie qui m'était favorable. Et du coup, j'ai gardé ça pour moi et je suis passé à la cuisine, quoi. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Et toi, l'orage, c'était quoi ton environnement, on va dire, créatif? Parce que tu avais déjà une créativité débordante à l'époque. Oui, je pense. En tout cas, mon père faisait aussi de la peinture à côté et j'avais une tante qui était danseuse de métier. Ok. Donc, je pense que ça jouait aussi du coup, dans mon environnement plutôt proche. J'avais un peu ce côté artistique qui existait, donc du coup qui ne me surprenait pas, où mes parents n'avaient pas forcément peur de me mettre dedans, donc à me faire peindre, à me faire tricoter des choses, à me faire... enfin, voilà. Tricoter. Oui, enfin tricoter c'est un grand mot, mais genre faire du crochet. canevas, voilà, genre, plutôt du canevas. Ouais. Tricoter, non. Alors j'ai eu point de croix aussi un peu. Oui, un peu. Oui. Ouais. Donc voilà. Et quand j'étais plutôt jeune, donc je pense vers mes 7-8 ans, quelque chose comme ça, mes parents m'ont offert un appareil photo qui était le Fisher-Price appareil photo pour enfants, Waouh. où on mettait des vraies pellicules dedans et mes parents étaient très fiers de dire que c'était un vrai appareil photo. Parce que c'était un vrai appareil photo. Parce que c'était un vrai appareil photo. Mais oui. Et voilà. Et donc je m'amusais à faire des photos avec. Qu'est-ce que je prenais en photo? Sûrement mon chien parce que je l'aimais beaucoup. Ok. Et après, je prenais aussi mes peluches en photo, je les mettais en scène. Voilà, je faisais des petits tableaux. Comme Mais ça. tu faisais quoi? C'est-à-dire tu les mettais en scène comment? Bah comment? C'est une bonne question. Je ne sais pas quelle était Non mon mais c'est-à-dire processus quelle créatif. histoire que vous racontiez? Ah bah là, écoutez, fallait être dans ma tête à cet âge-là, hein, parce que là, ça devait être quelque chose. Mais je sais pas, je pense que je faisais des photos de groupe. En tout cas, je sais que je me rappelle très bien. Je vois très bien, il y avait Balou qui était en premier plan. Voilà, c'était une vraie peluche de Balou. Ok. Et puis d'autres petits animaux que je mettais à côté en peluche parce que j'adorais les peluches. Voilà, ma petite Ouais. passion. C'est toujours une passion peluche Non, aujourd'hui? non, quand même, non. Genre, non. Je J'imagine- refuse que ma mère les jette, mais mais ce n'est plus une passion. Je crois que j'ai retrouvé la publicité de l'appareil photo Fisher-Price. Ah, j'adore. C'est celui-là ou pas? Hé, as-tu déjà vu le tout nouvel appareil photo? Oui, il a 2 trous pour les yeux. Et une poignée? Non, S'il est 2. rouge, c'est lui. C'est fou! Voici la caméra bah, c'est lui, pour mais en enfants. Un véritable appareil photo conçu Exactement. pour les enfants. Tout acheteur d'une caméra pour enfants reçoit un film Kodak gratuit. La Ta-da. caméra pour enfants de Fisher-Price. Et ben, alors c'est un modèle un peu plus récent quand même, Ah. mais vraiment c'est le même concept avec vraiment les espèces de... C'est énorme pour mettre les yeux là, on dirait genre, je sais pas comment t'expliquer, on dirait un monstre de Monstres et compagnie, Ok. où tu t'emboîtes dedans pour pouvoir faire une photo. Tu t'emboîtes dedans? Oui, bon, c'était Quelle est cette histoire? pas à ce point, mais voilà. Mais oui, c'était exactement ce type de modèle. Non, là, je suis pas aussi vieux. La pub, tu sens bien qu'elle est très datée. 93. Ah, ouais. Non, mais j'avais 2 ans, donc c'est pas possible. Non, ça devait être le modèle supérieur. Oui, voilà, on ne sait pas quel est La le modèle. réédition. Ok. Mais oui, tout à fait. Voilà. Et ça c'est un truc que tu as gardé tout le temps, la photo, tout en grandissant, ou tu l'as perdu parfois? Oui, je pense que je l'ai mis un peu de côté. Après, mon père adorait faire des photos aussi, donc je pense que mine de rien, la photo a toujours pris une place un peu dans la famille où on prenait des photos pour des souvenirs comme tout le monde. Mais en tout cas, c'était important pour nous d'avoir son appareil et de faire des choses pendant les vacances, de s'en rappeler.
Ma mère adore faire du scrapbooking et du coup faire des albums. Ok. Voilà, ça c'est venu un peu après, mais elle adore ça. On est partis à New York ensemble tous les deux et genre elle adore me remontrer l'album qu'elle a fait en scrapbooking. En mode, bah, tu vois, alors là, c'est quand on allait voir la drag queen. C'était super, hein. J'adore. Des choses comme ça. Voilà. Trop bien. Donc, j'espère qu'elle écoutera pas ça, elle va pas être contente. Mais voilà. Mais si, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Françoise. Eh ben, on t'embrasse, Françoise. Et Slay, le scrapbooking. Et, Des bisous, Françoise. La bouche pleine, la honte. Ok, et alors toi, tu t'es destiné tout de suite vers la photographie. Oh, c'est vrai que tu... Ouais. Oui, non. Alors en fait, j'ai divagué parce que je pense pas que j'y pensais comme un métier parce que j'ai eu plein de périodes. Je faisais de l'équitation pendant 11 ans, donc je me suis aussi dit tiens, est-ce que je ferais pas un métier dans le milieu du cheval? Ce serait super, genre dentiste équin. Je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là. Mettre la main dans la gueule d'un cheval, je me suis dit super, ça a l'air génial. Mais c'est vrai qu'en général, toutes les personnes que je connais qui ont, comment dire, fait du cheval, ont fait de l'équitation, ont toujours eu envie de faire un métier autour de l'équitation. Mais alors, en ayant réussi ou pas à le faire, ou en ayant fait évoluer leur envie ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de l'équitation, je veux faire de ma vie, ma vie du poney. Oui, mais je pense que. Alors, déjà, on se fait bourrer le crâne, je pense, quand on fait de l'équitation. C'est une secte. C'est une secte, clairement, qu'on se le dise. On doit. Donc, quand on passe des galops, on apprend des manuels genre entiers, mais c'est abusé. On a entre 6 et 12 ans et on apprend des choses qu'on apprendrait à la fac et on finit par apprendre les os des chevaux. Enfin, qui fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est pas juste au galop trop. Non, ça c'est au cocotte. Mais pas du tout, c'est très compliqué. Donc je pense que du coup, au bout d'un moment, quand tu connais les os des chevaux, tu te dis bah pourquoi je n'irais pas mettre ma main dans la bouche d'un cheval pour lui soigner les caries, tu vois, finalement. Moi non, mais finalement oui, peut-être. Voilà, donc on apprend tout ça. Il y a plein de choses très techniques, très scientifiques aussi qu'on apprend. Et d'ailleurs, bon, c'est ce que je détestais le plus au final. Mais voilà, donc ça fait partie de l'éducation lorsqu'on fait de l'équitation. Ok, et donc ça a été dans un premier temps. Et ensuite, comment tout le reste s'est développé? N'hésite pas, hein, vas-y. Ouais, bah vas-y, quand c'est à moi qui parle, super. Alors pour vous expliquer, il y a une tarte au poireau qui a été faite par Teddy, parce que quand je lui ai demandé quelles étaient un peu ses spécialités, il m'a dit le tiramisu et la tarte au poireau. Et donc du coup, il a fait une tarte au poireau, c'est quand même trop mignon. J'espère bien quand même qu'on pourra la déguster. Et donc pour revenir à moi, moi je t'écoute, l'orage. Merci. Donc après, oui, quand je suis arrivé au lycée, je pense que c'était encore flou. J'étais en études, j'étais en bac S, donc du coup, je pense que je me destinais plutôt à faire des choses scientifiques, et parce que j'aimais bien les maths en règle générale, etc. Mais j'avais arrêté de prendre SVT d'ailleurs, donc je pense que je m'étais déjà coupé la partie médecine. Je me suis dit, je ne ferai pas ça de ma vie. Et j'ai fini par me dire, mais pourquoi je ne serais pas photographe finalement? Et je me suis dit assez vite en terminale, j'ai eu une conseillère d'orientation qui n'a rien compris à ce que je voulais faire, qui m'a proposé de faire du son. Donc je me suis dit en mode genre, non. Ça ressemble peu. Ça ressemble peu. Mais par contre, grâce à elle, elle m'a fait découvrir l'école Louis Lumière, du coup, qui est une école de photo, de cinéma et de son. Donc finalement, c'était pas À Lyon. Non, c'est à Paris. Ok, oui, Paris. c'est le piège, c'est le musée Ah. Louis Lumière. Oh là là, piège. Qui est à Lyon. Erreur. Non, c'est à Paris, c'est une école publique, mais qui a besoin d'un bac plus 2 avant de rentrer, parce que ça fournit l'équivalent d'un master. Donc du coup, je suis diplômé d'un master en photographie. Wow, félicitations. Merci. Et du coup, avant, j'ai fait une licence audiovisuelle de 3 ans à Valenciennes, dans le Nord. Et après, je suis arrivé à Paris pour faire mon master de photographie. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaisait dans la photo, dans la photographie? C'était quoi que t'aimais le plus dedans? Même, je pense il y a plein de choses que j'aime dans la photographie en règle générale, mais je pense que ce qui me parlait le plus finalement, moi je me suis tout de suite poussé vers la photographie plutôt de mode, plutôt commerciale aussi, parce que j'aime beaucoup travailler en équipe. En fait, j'aime beaucoup travailler avec une maquilleuse, j'aime beaucoup travailler avec un ou une styliste, j'aime bien travailler avec des mannequins du coup. Et c'est ça qui me plaisait en fait, de pas forcément être tout seul, même si on a beaucoup de parts tout seul dans notre métier. Notamment pour la retouche, pour la recherche d'idées, etc. Mais j'aimais cette idée de toujours rencontrer des personnes différentes, de ne pas forcément être tout le temps au même endroit, et du coup de travailler ensemble et de répondre ensemble à un cahier des charges ou de répondre à un projet ou de développer ses idées comme on a envie de le développer dans un milieu artistique. Voilà.
Et je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et aussi parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve un métier quand même. Et je me suis dit, bah voilà, allons-y. T'aimes bien faire de la photo, t'aimes bien composer, t'aimes bien mettre en valeur les gens. Donc, allons-y. Bah, let's go, Marie-Jo. Let's go, Marie-Jo Pérec. Et arrive enfin la fameuse question. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors. Alors, Laurent, t'écoutes. Oui, vas-y. D'accord. En fait, on s'est rencontrés sur Instagram. Ok. Voilà. Tout simplement, donc en 2021. Oh là, mais fais pas comme si c'était il y a si longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que tous les deux ne comptent pas le temps et la temporalité de la même manière. Exactement. Oui. Oui, du coup, voilà, en 2021. Donc, c'était pendant les vacances d'été. C'est juste que j'étais tombé sur son profil, en fait, parce que du coup, il y a les posts, donc avant l'orage, profil William, où du coup... Oui, parce que là, juste à ce moment-là, aucun des deux ne fait du drag. Voilà. Non. Absolument. Et donc, William a son compte de photographe. Absolument. Du coup, à ce moment-là, je tombe dessus par hasard et j'aime bien ce que je vois, donc je like, tout ça. Il like en retour, on s'abonne et à un moment donné, on commence à discuter. Et très vite, on discute du fait qu'on aimerait bien se voir, se rencontrer. Et finalement, arrive ce jour, le 27 août 2021. On est déjà là, ça y est. Donc, vous parlez et vous décidez de vous rencontrer. Donc, et là... Schling, ça c'est l'étincelle. Attends. Ah oui, attends. d'accord. Parce que Attends. Non, attends. Ah, il y a un bruit. Et là, Oh, waouh. Waouh, ouais. absolument. Parce que schling, je sais pas ce que ça voulait dire. Ouais, hein. Genre, bah, Ça fait plus le couteau de cuisine. quoi. non, c'était vraiment. bienvenue, nous sommes sur un autre podcast. Donc là, vous rencontrez. Ah non, ça marche pas du tout, c'est trop émotionnel. Mais ça, Vous vous rencontrez à Paris. Ah oui, voilà. exactement. Oui, Voilà. on y est. Ah bah oui, là, c'était pour toi, c'était ça. Hein. Ah oui, bah, totalement. Moi, Ah. j'étais de campagne. Donc, Toi, t'étais jamais venu à Paris. Ah, mais jamais. Ratatouille. La tatouille. Oui, c'était un peu moi. Non, c'était très sympa comme première arrivée sur Paris. Ça me changeait, voilà. C'était très drôle. Donc vous vous rencontrez à la gare et là c'est donc coup de foudre. Oui bon c'est pas de la foudre pardon. La gare du Nord, en plus, t'imagines. Coup de foudre à à Gare du Nord. Ouais. On dirait un mauvais film de Jennifer Lopez. C'est le nom de mon 3e roman. Oh, waouh. Ouais. Wow. Comment Marlène Schiappa. Donc et donc bah ça match tout de suite et l'envie de continuer ensemble. Ah, j'ai eu peur encore. Oui, oui, non, ça match, c'est bien, oui. Enfin, je pense, j'imagine. Oui, ça a bien matché. On va pas tout raconter non plus, mais... Voilà, en tout cas, ça a matché très vite et on s'est revus ensuite assez vite et petit à petit, ça s'est fait tout seul. Voilà, la suite du podcast sur OnlyFans. Waouh. Mais en gros voilà donc vous êtes retrouvés, vous avez habité, maintenant vous habitez ensemble. Mais au milieu de tout ça, il va y avoir aussi la pratique d'une pratique qui s'appelle comment? Le DARG. Le drag mais on y reviendra juste après quoi? Bah après les questions de Mia. Oh. Ouais. Non. Bah ouais, Mia, elle est toujours là, toujours présente, toujours debout, comme Renaud. J'allais dire. Attends. Toujours la Wow. banane. Ah oui, d'accord. Voilà, et du coup, bah, coucou Mia. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 5 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Ha Bonjour Mia. Bonjour Mia. Jean-Mia. Donc, accompagnée de ses parents, bah, elle est allée enquêter sur vous deux, L'Orage et Laurent. Et du coup, elle a une première question pour vous. Bonjour, l'orage et Laurent. Pourquoi tu t'appelles l'orage, Mirage? Merci Mia pour cette question. Eh ben, je m'appelle l'Orage, pourquoi? Alors, je voulais à tout prix dans mon nom drag qu'il y ait Laura dedans. Parce que lorsque ma mère m'a conçu avec mon père, pendant longtemps, ils ont pensé que ça allait être une fille, donc une personne du genre féminin à la naissance, parce que les tests leur disaient ça, etc. Et leur premier nom qu'ils ont pensé, du coup, c'était Laura, et j'avais envie de leur faire aussi un petit clin d'œil, et du coup, de glisser ce nom
dans mon nom drag. Ok. Voilà, au départ, j'avais un nom un peu plus catchy qui était Laura Collage, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Laura Collage. Exactement. Est-ce qu'elle colle des affiches? Elle colle beaucoup d'affiches. Elle est féministe et elle colle des affiches. Ok. Et en fait, après, j'ai été adopté par Ouna, du coup, ma maman drag, et qui avait déjà une sœur drag qui est Lula Strega. Et Lula Strega m'a dit, c'est impossible si tu rentres dans la famille que tu t'appelles comme ça, tu vas changer de nom tout de suite. Et en fait, j'étais plutôt d'accord avec elle parce que je pense que du coup, ça donnait mon drag dans un personnage qui était un peu différent de celui qui est actuellement. Et on a fait un petit brainstorming avec Ouna dans un retour de taxi et en cherchant beaucoup de noms, des jeux de mots. J'ai failli m'appeler Laura Violi d'ailleurs. J'avais entendu parler. Je me suis dit, est-ce que tu vas me le dire ou pas? Eh oui. Parce que sinon, moi, j'ai mes infos et j'allais parler de Laura Violi. Exactement. Donc j'ai failli m'appeler Laura Violi. C'était le best choice de Ouna et au final, j'ai choisi plutôt l'orage. Voilà. Et Mirage parce que l'orage, je sais déjà pris sur Instagram. Il y a beaucoup de Laura Gérard sur Instagram. L'orage, Gérard. Exactement, qui du coup s'appelait l'orage sur Instagram. Donc j'ai voulu avoir un deuxième nom et j'aimais bien avoir un nom de famille aussi. Donc j'ai cherché quelque chose qui rime et c'est devenu l'orage Mirage. Voilà. Pourquoi tu t'appelles Laura Entonnoir? Ben, du coup, on va pouvoir faire la suite de cette, de cette information. C'est-à-dire qu'au moment où on était dans la voiture pour le briefing, voilà, à peu Pour près. le brainstorming. Merci. Dans le brainstorming. Non mais alors, tu veux dire que tout s'est laissé dans cette voire-là? Absolument. Non mais tout ça c'est à C'était cause de décisif. Ouna. Tu vois, tu te Et rends grâce compte à Ouna. Ça va peut-être faire une fiction, ça. Mmh. Un téléfilm. Ah oui, sur TF1, s'il vous plaît. Ah ouais. Tout dans une voiture. Oh. Bon. Ah non, c'est pas le nom du téléfilm. C'est tout ça, c'est le nom du OnlyFans. Voilà, merci. ok. Bah oui, du coup, pour y revenir, c'était très drôle parce que du coup, pendant qu'il y avait le Laura Violi qui passait, etc., dans la voiture, il y a eu un moment. Elle n'existe pas, Laura Violi. Ah, oui, mais elle aurait pu. Et du coup, à ce moment-là, c'était très drôle. Et on cherchait plein de noms complètement différents. Et à un moment donné, on trouvait tellement plus de choses que j'ai commencé à dire au masculin. Et j'ai dit Laurent. Et le premier truc qui m'est venu, c'est que j'ai pensé à la cuisine, forcément. Et du coup, j'ai pensé à l'instrument de cuisine qui me fait toujours un peu marrer, donc l'entonnoir. Donc j'ai dit Laurent Entonnoir. Et j'ai dit, ah, ça sonne bien. Et bon, évidemment qu'elle a refusé. Et, et c'est là où moi, je me suis dit, bah, je me le note dans un petit coin. Et voilà. Et finalement, ça m'a fait tellement rire ce moment-là et ce nom-là de manière générale que j'ai décidé de l'adopter. Oui, parce que t'as refusé, mais t'as refusé pour toi, pas Bien pour lui. sûr que j'ai refusé. Ouais. Mais après, j'ai refusé pour lui, mais ça n'a pas marché. Et moi, j'ai refusé que tu refuses. Voilà. Wow. Que nous refusiasse. Laurent, c'est quoi ton insecte préféré? J'ai toujours eu une phobie intense de tout ce qui est bactéries, insectes, tout ça. Mais je trouve ça joli de loin quand ça a des jolies couleurs. Voilà, tout simplement. Ok. Et du coup, ça fait que le mélange des deux fait que, comment dire, bah, j'ai accroché à pas mal d'insectes au final quand même, mais de loin. Et parmi ceux-là, j'aurais dit la libellule. Ok. Voilà, ou le papillon, ou Pour la quelle raison? mythe. Ben, c'est très coloré. J'aime beaucoup. Comme mon drag. Voilà, j'adore les couleurs. Une bonne réponse queer quand même. Hein. Oui. Vous connaissez la chanson Libellule de Sim? Ah non, je pensais qu'on parlait de Brigitte Fontaine. Ah, moi aussi, je l'avais en tête. Alors, j'en ai une autre. Oui. Non mais t'as prévu que la réponse allait être libellule. Attends, comment ça? Pas du tout. Oh là là. Pas du tout. Mais. Vous connaissez pas ça? Mais c'est un peu ton drag. Hein. Ah oui, oui, à peu près. Hein. Ah, c'est magnifique. Génial. C'est vrai que c'est un peu ton drag. Ah, je trouve vraiment. C'est dommage que vous pouvez pas voir à l'image parce que c'est magnifique. Hein. Je mettrai ça en story. J'adore. Tu sais, c'est un peu le même, ce que les gens voient, Oui, ce oui. que je suis. Oui, c'est ça. C'est génial. À la fin, c'est toi. À la fin, c'est moi. C'est Ah ouais. totalement moi à la fin. Je suis d'accord. Donc Libellule. Ok. Voilà. Donc ton inspi dans ton drag, c'est donc Sim. Voilà. Voilà, absolument. Voilà. Si seulement t'avais su.
J'aurais peut-être ressemblé à ça. L'orage, c'est quoi ta couleur préférée? Oh, alors, je ne sais pas, figure-toi. Alors, Je suis perdu. je panique. Non, c'est parce que la couleur préférée de William n'est pas forcément celle de l'orage. Ok. Et je pense que l'orage, sa couleur préférée, c'est plus un bleu nuit. Voilà. Alors que William, ce serait plutôt un jaune. D'accord. Voilà. Ok. J'aime bien le fait que les deux se rencontrent comme ça. Finalement, ça fait pas un orage, le jaune et le bleu nuit? Merci beaucoup, Mia, pour tes questions. Je déteste qu'on me prenne la partie sur un truc où j'ai pas d'avis. Donc merci beaucoup, Mia. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Mia. Au revoir, Mia. À la prochaine fois. Gros bisous. Gros bisous, Mia, et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te les poser. Bon, eh bien, on va arriver à la partie drague, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en parallèle de votre rencontre, le drague va entrer dans votre vie. Alors, tout simplement, comment vous avez découvert le drague? On va commencer par toi, l'orage. Alors, comme beaucoup, j'ai découvert le drag. Attention, si tu dis grâce à Drag Race, on boit un shot. Alors, ok, on va boire un shot tout de suite. Mais je te sors si j'ai du gin dans le frigo. Hein. Non, c'est bon. Alors, oui, donc du coup, oui, je l'ai découvert grâce à Drag Race, même si j'étais déjà allé à Madame Arthur avant de découvrir grâce à Drag Race. Voilà, c'est des amis qui m'ont dit, tu devrais regarder ça, tu vas adorer, blablabla. Et au début, j'étais en mode genre, oh, je suis pas sûr, j'aime pas trop tout ce qui est télé-réalité, etc. Bon, finalement, plot twist, j'adore tout ce qui est télé-réalité maintenant. Quand soudain. Et en effet, j'ai tout de suite adoré. J'ai trouvé ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu directement. Peut-être c'est le format, le concept, la façon dont ça a été fait, les personnalités. Et j'ai commencé à peu près un an après à me dire ok, bon là, il faut que je sorte dans le milieu. Et j'ai commencé à sortir avec un ami dans les milieux drag, aux soirées de Ruby par exemple, aux soirées de Javel à Bibi. Et là, ça a fait un énorme déclic. Et pour la petite histoire, je suis né pour de vrai le jour d'Halloween. Ce qui force à faire des soirées déguisées à chaque anniversaire, évidemment. Parce que sinon, voilà. Et j'avais envie, ça devait être en 2019, je pense, ou peut-être 2018, en tout cas dans ces eaux-là, d'être du coup en drague. Et ne connaissant aucun rudiment dans manière de maquillage, mais connaissant des maquilleuses et des maquilleurs, je me suis dit, est-ce que je ne demanderais pas à quelqu'un de me mettre en drague? Et j'ai demandé à une très bonne amie maquilleuse, Rocio Roldan, mexicaine d'origine, qui aime beaucoup le milieu et qui du coup connaissait tous les codes et savait globalement comment on pouvait maquiller en drague, de me maquiller, qu'il l'a fait plutôt avec brio d'ailleurs. Pour une première fois, c'était vraiment pas mal. Mais je pense que j'étais pas prête psychologiquement et je pense que l'image que je m'étais fait de moi en drague ne correspondait pas forcément à cette idée-là. Ok. Donc j'ai laissé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit je sais pas si finalement c'était un peu un test. Je m'étais dit est-ce que si je le fais, si ça me plaît, vas-y, je me lance, je commence à faire du drag. Et c'était pourquoi? C'était pour une sorte d'expérimentation de genre, savoir à quoi tu ressemblais dans une version plus féminine. C'était quoi l'idée? Non, je pense que c'était vraiment un appel du pied pour me dire voilà, là t'as une opportunité de te mettre en drag de façon complète et je serais commencé à m'intéresser vraiment. Ce qui me plaisait, c'était l'aspect scène, l'aspect créer un personnage, etc. Je me suis dit, vas-y, essaye de voir ce que ça fait. Et si ça te plaît, essaye, vas-y, lance-toi. Et je sais pas si c'est aussi le fait de ne m'être pas vu pendant la transformation, du coup de m'être vu qu'à la fin. Je sais pas, en tout cas, c'était pas l'image que j'avais forcément de moi. Et je pense que j'étais pas prête psychologiquement à un moment donné. Et après, j'étais aussi en relation à l'époque avec quelqu'un qui aimait pas forcément le milieu drague aussi. Okay. Donc, je pense que ça devait jouer aussi à ce moment-là où je me suis dit, ça m'a pas vraiment poussé. En fait, je me suis pas... ça m'a pas donné forcément des ailes à ce moment-là. Et du coup, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Mais du coup, je suis beaucoup sorti dans le milieu. Mais est-ce que cette soirée-là, t'as été quand même un peu flamboyante ou tu l'as subi, ta transformation, toute cette soirée-là? Non, je pense que j'ai quand même été flamboyante. Ah merci. Non, quand même. Et que je l'avais dit à personne, donc forcément aussi, il y avait ce côté où quand j'ouvrais la porte, c'était incroyable. Enfin, personne...
fallait me reconnaître aussi, donc c'était drôle. Donc ce côté-là qui jouait, donc non, j'ai bien aimé. Non, Et c'est revenu quand alors cette envie? C'est revenu du coup parce que je traînais de plus en plus dans les soirées, que je rencontrais des gens extraordinaires qui faisaient du drag, Tu faisais des photos aussi. que je faisais des photos de beaucoup de personnes drag. La première personne drag d'ailleurs que j'ai pris en photo, c'est Diamanda Callas, donc Ok. big up pour Diamanda. Et je pense que je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup parlé à Javel Habibi, qui du coup dans la vie est aussi réalisateur/réalisatrice. Mhm. Et qui m'a dit, mais en fait, si t'as envie, vas-y. Enfin, et ce qui était bien, c'est que elle, comme du coup, elle avait un métier qui était aussi artistique et qui était un métier passion aussi. Moi, je me mettais aussi beaucoup de freins parce que je me disais, mais si je fais plus que de la photo à 100%, est-ce que je vais continuer à être photographe? Est-ce que je vais réussir? Parce que finalement, c'est des métiers où on travaille tout le temps. En fait, il n'y a pas de jours fériés. On travaille tous les jours où on a envie de travailler. On est obligé, en fait, des fois même de rendre des deadlines. On travaille toujours un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et je m'étais dit, mais ça va pas être compatible de faire 2 métiers passion, ça va pas être possible. Genre, je pourrais pas m'en sortir. Et du coup, Javel m'a quand même éclairé en me disant, mais si tu as envie, tu peux vraiment le faire et tu verras, ça marchera. Et c'est un peu grâce à elle que je me suis un peu lancé. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est parti, on y va. Et je me suis mis en drag pour une première fois à une soirée à elle. Où là, J'ai une soirée à Bibi à la Flèche d'Or. soirée à Bibi à la Flèche d'Or parce que je commençais déjà à faire les tips pour elle. Ok. Donc voilà, et pour son anniversaire, je me suis dit, allez, je vais venir en drag pour son anniversaire, ça va être marrant. Et là, du coup, l'effet, enfin, je m'aimais beaucoup moins en drag, d'ailleurs, c'était marrant. Mais dans cette soirée, Ouna, qui du coup a un cœur très gros, m'a vu arriver comme ça et m'a dit ah non, mais ça va, t'es pas crunchy, du coup, tu peux être ma fille. Voilà, et ça s'est fait comme ça, elle m'a adopté ce jour-là. Ok, Ouna, qui est aussi donc une autre drag queen avec un univers bien barré. Donc si jamais vous avez l'occasion, Ouna, 2ONA, n'hésitez pas. Ah oui, et on l'a pas dit évidemment, mais j'avais la Bibi, qui a aussi connu son nom de réalisateur, Florent Gouelou, qui avait réalisé le film 3 nuits par semaine avec Cookie Cunty et plein d'autres. Chiara Bolt, entre autres. Exactement. Très beau rôle. Plein d'autres dragues et créatures. Exactement. Et d'ailleurs, son nouveau film est sorti. Son documentaire, exactement, qui s'appelle Habibi, chanson pour mes amis, qui est sur les soirées Habibi de la Flèche d'Or et aussi sur la Flèche d'Or et ce lieu associatif, intersectionnel et tout, hyper intéressant. Donc si vous avez l'occasion de le voir ou si vous voyez qu'il passe pas loin de chez vous, n'hésitez pas. Et qui est dans ce film d'autre, dis donc? Vous. Eh ben oui. Vous deux en plus. Absolument. Oui, tout à fait. Exactement, on vous voit tous les deux. Exactement. Et puis en plus, moi, il y a L'Orage et William dans le film. Incroyable. C'est vrai. Il y a les deux, il y a Clic Clac Kodak et la raquetteuse. Et la règle. Et les impôts. Waouh. Alors oui, ça c'est quelque chose. Ouais. Ça c'est vrai. Les impôts. Et Laurent, lui, il est plus, il porte une sirène, il porte Sarah Forever. Oui, voilà. Et alors, est-ce que le drag, vous l'avez commencé tous les deux en même temps ou pas? Comment c'est arrivé, toi? Pas du tout. Waouh. Et ben voilà, votre réponse, vous l'avez. Allez, ensuite. Non. En fait, l'orage l'a commencé en 2022 à peu près. Ouais. Ouais, mais c'était quel mois? C'était en été. Ça devait être juillet. Genre la fois où j'étais catastrophique, c'était en juillet 2022. Oui, mais la fois où Ouna t'a mis en Octobre 2022. La fois où j'étais crédible, octobre Oui, 2022. voilà. Et là, j'étais catastrophique. Et moi, ça a été en février 2023. Ok. En arrivant sur Paris, donc en septembre 2021, petit à petit, donc je connaissais déjà Drag Race, qui m'a fait découvrir un peu le monde du drag. Et on en regardait beaucoup avec William, qui en regardait beaucoup. Et comment vous vous êtes rendu compte que vous aimiez tous les deux Drag Race? Eh ben en fait, c'était très simple. C'était pendant un moment où on discutait en appel quand j'étais dans ma campagne. Okay. Voilà, à un moment donné, on discutait de ce qu'on aimait et j'ai tenté le truc en mode je venais de découvrir Drag Race et je me suis dit autant que je le dise comme ça, je lâche le truc dans le doute. Et j'ai bien fait parce que aussitôt ça a matché direct parce que il était hyper réceptif à ça et je pense que ça a pas mal joué aussi. Dès le début. Et toi, quand tu regardais Drag Race, tu sentais qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose pour toi ou c'était quelque chose qui te paraissait assez éloigné et plutôt divertissant, queer et juste sympa, quoi?
justement très éloigné et très divertissant pour moi. En fait, j'ai toujours été très timide, de par le côté exclu, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, le fait de voir ça, ça m'a beaucoup plu parce que c'est les paillettes, c'est les couleurs, c'est joli. Voilà, du coup, il m'en faut pas plus. J'étais déjà absorbé. Et puis aussi, libellule. Voilà. La libellule, absolument. Voilà. Et puis aussi des gens qui ont vécu parfois certains traumas, mais qui ont réussi Absolument. à passer au-dessus de ça et à grandir aussi grâce à ça, malgré leur trauma. Je me suis un peu reconnu dedans, mais sans aller jusqu'à me dire que j'allais le faire au début. Et ensuite, du coup, petit à petit, on a été dans les show drag. Donc, William m'a amené dans les show drag petit à petit. Et au bout d'un moment, on a commencé à avoir pas mal de kings. Ok. Et c'était super bien. Donc, on a commencé à voir. Donc, dans les show queen, on traînait d'abord beaucoup. Et de là, je me souviens qu'on avait vu dans la même semaine, on avait été au moins à 4 shows et 3 d'entre eux étaient composés dans le cast de Power Bottom et Lewis Raclette en duo, Ok. que j'adore et que je fais des gros bisous s'ils passent par là, avec consentement. Et du coup, voilà, je les ai adorés et j'ai tout de suite flashé sur le King et je me suis dit, genre, j'aimerais trop faire ça. Mais est-ce que vraiment je m'en sens capable? Et En fait, le Queen, ça t'a plu, mais tu t'es jamais dit, tiens, je pourrais faire ça. Mais dès que t'as vu des Kings, là, tu t'es senti plus identifié et où tu t'es dit, tiens, ça pourrait me plaire et je pourrais le faire. Totalement, ouais. En fait, en voyant les Queens, je trouvais ça super beau, j'adore. D'où l'orage aussi, j'adorais. Et voilà. Et au bout d'un moment, quand du coup j'ai vu les Kings, ça m'a fait un petit déclic où là je me suis dit, bon, les Queens, j'adore regarder. Le King, j'aimerais bien essayer. Power Bottom et Lewis Raclette faisaient la promo à la fin des shows, donc des 3 où on a été, de leur atelier make-up Drag King. Voilà. Et Ok, trop bien. du coup, ça s'est hyper bien passé. Donc j'ai voulu leur demander. C'était un peu compliqué pour moi au début. Donc ils en parlent une première fois. J'ose pas en parler. Ils en parlent une deuxième fois. On discute un petit peu. Donc je commence à passer le mot, mais voilà. Et puis au bout de la troisième fois, je me dis, bon voilà, c'est un signe, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, j'y vais. Je tente le truc, je m'inscris et je verrai bien ce qui se passe. Et tout est parti de là au final. Et donc, entre-temps, l'orage avait déjà commencé. Totalement. Ok. Et donc là, cet atelier, comment il se passe et qu'est-ce que tu ressens pendant cet atelier? Déjà, beaucoup de bienveillance. C'était hyper sympa comme ambiance. Je me sentais pas spécialement jugé, je me sentais pas spécialement mis à l'écart. Et ça, c'était cool. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. Et du coup, c'était vraiment sympa. Les conseils étaient bien. Voilà, le résultat était super. Il était bien aussi. C'était la première photo de mon Instagram. Voilà. Ça l'est toujours. Ok. Voilà. Et du coup, j'avais mis une petite tenue princière. C'était très mignon. Voilà. Oui, parce que pas très insecte au début quand même. Non, pas du tout. À la base, j'étais très princier. Ok. Voilà. Et ensuite, très vite, j'ai voulu tourner dans le côté de dessin animé pour me chercher. Je suis passé par plusieurs phases. Donc, dessin animé, vite fait Club Kid à un moment, créature, donc insectoïde. Et petit à petit, voilà, ça s'est un peu bousculé, ça s'est un peu mélangé dans les performances, dans les tenues, dans le make-up, dans le travail du personnage, tout simplement. Ok. Jusqu'au moment où j'ai fini par lier les deux, le King et la créature, et créer officiellement, même si le nom était déjà là, Laurent Noir. Donc le mélange très dessin animé d'un King créature sous étrait insectoïde. On s'en fait du monde. Oh oui. Et toi, alors, t'en as pensé quoi de cette transformation quasiment en parallèle, en fait? Oui, pour moi, au début, c'était un peu compliqué parce que j'étais en train de former mon personnage, que j'étais en train de me créer, tout simplement. Et c'était tout nouveau. Il y a ce côté où, quand on commence, on a besoin d'un peu de soutien, on a besoin de... Voilà.
Et en plus, ce qui s'est passé à peu près au moment où il a commencé, c'est qu'on m'a décelé une spondylarthrite ankylosante. Et du coup, c'était un moment où j'avais pas mal de choses à gérer dans ma tête, où j'ai eu des douleurs qui étaient là, au plus en parallèle où je commence le drag. Donc j'étais en mode genre, c'est pas possible, je suis en train de m'épanouir sur un sujet, je peux pas avoir ça en plus. Mais il a été énormément présent, donc ça, je peux rien dire sur ce point de vue-là. Mais c'est vrai que du coup, en fait, je pense que quand quelqu'un que j'adore ou que j'aime très fort se lance dans quelque chose, j'ai un peu ce côté aussi où j'imagine aussi comment ça peut se passer de façon positive et négative. Donc ça rajoutait dans ma tête une pression où je me disais, mon Dieu, mais si ça se passe pas bien pour lui, est-ce qu'il va vraiment s'épanouir, etc. Bon, au final, il n'a pas eu besoin de moi, hein, parce que clairement, ça s'est très bien passé. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il en avait besoin, puisque lui, contrairement à moi, est très introverti dans la vie de tous les jours. Et Laurent Tonnoir est très extraverti. Exactement, alors que Laura, c'est plutôt l'inverse. William est très extraverti et Laura, est plus introverti. En interverse. Exactement. Donc, non, il a bien fait de le faire, mais c'est vrai que oui, je pense que ça aurait été un tout petit peu plus décalé. Ou alors on l'aurait fait vraiment en même temps. Je sais pas. Peut-être que tu vois, ça aurait été pas pareil dans l'intemporalité, ça aurait peut-être été plus simple pour nous deux, mais au final, c'est bien passé. Voilà. Et qu'est-ce que t'en as pensé de la première fois que tu l'as vu en Laurent s'exercer sur scène? Et ben, c'est la première fois sur scène, je n'étais pas là parce que je travaillais sûrement dans le sud de la France à ce moment-là. Et puis c'était pas vraiment prévu que tu fasses une scène puisque c'était la suite d'un atelier par Morphine Blaze. Absolument. Où du coup c'est la première fois que tu étais en créature d'ailleurs. Et j'ai testé l'insecte et où j'ai littéralement mis une photo de la grande motte super parfaite de Yu-Gi-Oh! Donc qui n'est absolument pas humanoïde. Qui est d'une mythe. Ouais, qui est une énorme mythe. J'ai mis ça comme photo devant la tête de Morphine Blaze sans comprendre, en lui disant je veux ça. Donc évidemment que le résultat n'était pas pareil, mais au final, elle s'est hyper bien débrouillée parce que j'étais très crédible dans ce qu'on avait réussi à faire. Ok, voilà, donc transformé en mythe. Voilà, donc gros big up aussi à elle. Ah bah Morphine Blaze, quand même make-up artiste de talent. Hein. Oui, incroyable. Et du coup, j'ai vu des vidéos de sa première performance où je me suis dit, ah oui, il y a tout ça à l'intérieur en fait. Voilà. Genre, je l'avais décelé à certains moments, mais en tout cas pas là. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et, donc, tu veux dire dans son énergie Oui, exactement, dans son énergie, dans sa façon de se mouvoir même. Enfin, vraiment, c'était... deux personnes complètement différentes. Enfin, clairement, là, on pouvait le dire. Oui, parce que du coup, j'ai tendance à... Depuis le moment où je suis monté sur scène, je me suis dit, bon, bah là, faut que je lâche. J'ai tendance à toujours garder pour moi tout. Je me suis dit, bon, bah là, faut que je lâche, faut que j'y aille à fond. Je suis sur scène, je suis devant plein de gens et... c'est le moment, quoi. Et du coup, j'ai lâché mes barrières, entre guillemets. Et moi qui, du coup, de manière générale, dans la vie de tous les jours, n'aime pas trop danser, n'aime pas trop tout ça, est très réservé. Et ben du coup, c'était exactement tout l'inverse. Donc voilà, donc je bougeais beaucoup, je faisais pas mal de moves, je me surprenais moi-même, donc j'y allais à fond. Voilà, tout simplement. Et c'était super cool avec les cris du public, c'était trop bien. Donc une nouvelle vie s'est offerte à vous deux quand vous avez découvert le drag. Tu parlais de spondyarthrite ankylosante. Tout à fait. C'est du coup 2 ans. Ça fait 2 ans que tu as découvert ça. C'est quoi comme Ça fait 1 an et demi à peu près. C'est une maladie inflammatoire qui du coup... Bon, en gros, moi, ce qui se traduit, c'est des douleurs très fortes aux hanches et qui aussi du coup en combiné aussi avec le bas de la colonne vertébrale. Et qui du coup, c'est très dur à décrire comme douleur, mais en gros, globalement, c'est comme une énorme crampe qui continue dans ces endroits-là. Et qui du coup, moi, se venait quand je restais trop longtemps debout ou quand je marchais trop, ou voilà, enfin quand j'étais trop en mouvement, etc. Et étrangement, lorsque j'étais en talons, j'avais moins mal que lorsque j'étais à plat. Donc, mine de rien, ça m'a un peu aidé le drag. Bon, bien sûr, des talons compensés plutôt que des talons aiguilles, hein, on se doute bien. Mais en tout cas, oui, cette posture m'aidait plus. Après, ça peut être aussi joué au fait que je me tiens pas forcément très droit. Et du coup, ça peut aussi déclencher ça. Et voilà, donc je suis toujours suivi par une kiné maintenant. Donc, ça va mieux, en tout cas. Ok.
Au quotidien, Voilà. ça t'handicape pour des choses? Maintenant, ça va mieux, en tout cas, mais je suis toujours sous traitement ça peut m'handicaper, mais en fait, ça reste assez psychologique comme maladie, non pas parce que ça l'est, mais parce qu'en fait, on a toujours peur d'avoir mal. Et mine de rien, il y a des moments où, quand je sais que je n'ai pas, par exemple, c'est pour ça que je me suis souvent avec un tabouret portatif avec moi, parce que dès que j'ai peur d'avoir mal, je me dis il faut que je m'assoie quelque part, et après j'ai aussi ce problème où j'ai du mal à m'imposer pour me dire non mais là il faut vraiment que je m'assoie, et j'ai du mal à déloger les gens. Donc la solution pour moi, c'était d'avoir un tabouret portatif avec moi pour me dire je peux m'asseoir n'importe où, à n'importe quel moment, si jamais j'en ai le besoin. C'est vrai que tu as un tabouret télescopique. Exact. Télescopique, c'est le mot que j'aurais trouvé. En effet. Et voilà, donc oui, donc c'était très handicapant l'année dernière, principalement, parce que c'était le début. Et maintenant, ça va plutôt mieux, parce que j'arrive à comprendre comment est ma maladie. Et l'exercice physique est assez important, et j'en fais de plus en plus aussi. Donc voilà, donc ça va mieux, quoi. Ok. Maintenant que voilà, ça va faire quelques temps que vous faites du drag, comment vous vous sentez quand vous êtes en drag? Je considère que Laurent est une extension de moi-même. Donc c'est un peu tout ce que je n'ai pas l'occasion d'être dans la vie de tous les jours. Et du coup, une fois de temps en temps, quand je me mets en Laurent, je dis ça comme ça, quand je suis en Laurent, c'est juste, je laisse de côté le moi, donc le Teddy, et je me dis, bon bah là, c'est parti, quoi, genre... on laisse de côté la sociabilité, le fait de pas aimer danser, tout ça, et de pas trop se mettre en avant pour quelque chose de tout à fait inverse. C'est le jour et la nuit entre le moi qui est toujours fatigué et le moi du coup sur scène qui qui se jette à genoux sur le sol, qui fait pas mal de trucs, voilà. Ça, c'est de famille, hein, d'ailleurs. Ça c'est de famille totalement. Rico si tu passes par là, Rico le Scopia. Tonton. Et toi, l'orage? Alors, du coup, l'orage, c'est clairement une partie de moi plus intime, plus cachée, que je montrais très peu, et plus introvertie, comme j'ai dit tout à l'heure, et plus dramatique, plus intense. Drama queen. Voilà. Et voilà. Mais pour moi, oui, c'est compliqué de dire que c'est vrai que oui, c'est un personnage, mais construit à partir de ce que je ressens et de ce que je ressens intérieurement quand même. Donc voilà. Donc ça, il y a tout ça qui joue. Et après, notre relation entre l'orage et Laurent, au final, elle est assez distincte. Enfin, c'est marrant, on ne joue pas trop dessus en fait. Oui. C'est-à-dire que je suis un drag king, du coup, créature très homosexuelle. Et l'orage est à l'inverse, du coup, une drag queen très lesbienne. Exactement. Mouille lesbienne. Oui, lesbienne. Ouais, très butch. Oui, exactement. L'orage, c'est la drag queen, donc on va dire, je sais pas, la lesbienne butch que tu croises sur la route 66 dans un rad, voilà, où il y a beaucoup de fumée, etc. autour, et on la voit en train de faire un billard. Ah, t'avais dit jouer aux fléchettes. Joue aux fléchettes. Elle joue aux fléchettes. Quand bien même. Ouais, et elle est là, un peu rock, perfecto. Elle met deux têtes à tout le monde et tout, rien qu'avec ses cheveux. Non, voilà, moi c'est comme ça que je la vois, l'orage, ouais. C'est elle, voilà. Ouais, totalement. Et moi, Ouais. je suis à côté dans les dans les forêts, en train de me balader, en train de me perdre, Exactement, il se cache. en faisant copain avec les insectes, en fuyant ça que j'aime pas. Derrière chaque tronc, il y a un Laurent tout noir. Un Laurent sauvage. Un Laurent sauvage qui Qui un se Pokémon. cache. Qu'est-ce que le drag a changé à vos vies? Moi, ce qui a changé, en fait, c'est compliqué parce que je ne sais pas si ça a vraiment changé quelque chose. Ce que ça a apporté, en tout cas, c'est plus de créativité en règle générale, même dans le milieu de la photo. J'étais dans une période de ma vie où je me posais énormément de questions sur mon travail photographique, puisque ça faisait déjà quasiment 6-7 ans que j'étais à mon compte. Et comme tout bon photographe, on se remet toujours en question. C'était un peu compliqué. Je savais plus trop où j'allais. Est-ce que j'aimais vraiment ce que je faisais? Je faisais énormément de commercial. Donc, du coup, genre, au bout d'un moment, en fait, on suit des demandes et on n'a plus forcément son mot à dire sur comment on le fait. Donc, je sais plus si vraiment j'aimais ça parce que ça me plaisait ou si parce que, du coup, genre, j'avais vraiment envie de développer plus de créativité. Je ne sais pas.
et d'avoir une autre activité à côté, du coup de faire du drag, de développer quelque chose. Le drag, c'est clairement créatif, ça c'est sûr. Du coup, c'était bien parce que ça me rajoutait cette partie créative qui me manquait à certains moments et qui me permettait de me dire aussi, mais attends, tu fais ce que tu as envie de le faire en drag, mais fais-le en tant que photographe en fait. Genre, lance-toi et arrête de te mettre des barrières parce que tu t'en mets pas quand tu fais du drag, donc ne t'en mets pas quand tu fais autre chose. Donc je pense que c'est ça qui a changé vraiment dans mon approche maintenant. Et toi? Le drag m'a beaucoup aidé à évoluer déjà. Du coup, sur le côté social, tout ça. Mais surtout, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours à pouvoir exprimer vraiment qui je suis et ce que j'ai envie d'être. Et petit à petit, Laurent et Teddy et de Laurent, c'est un peu complémentaire. Laura et Laurent, on arrive bientôt à la fin de cette émission parce qu'on a une tarte aux poireaux à manger. Voilà, c'est vraiment tout simplement pour ça qu'on termine l'émission. Et du coup, arrive le fameux moment des recommandations. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller tous les deux? Bonjour, je suis Laura Mirage et vous êtes sur France Culture. Ma première recommandation, j'ai une photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Francesca Woodman. Qui n'a un univers qui s'apparente pas trop au mien, mais qui me touche énormément. C'est une photographe et elle est née dans les années 50 et elle s'est défenestrée à l'âge de 22 ans. Mais elle a laissé une œuvre photographique assez intéressante et importante. Je suis pas sûr que ce soit une artiste queer, mais je trouve que sa démarche photographique l'est. Et elle parle énormément de son corps, de sa façon d'être, de comment se représenter. Elle fait énormément d'autoportraits. C'est de l'argentique en noir et blanc. Et il y a un truc chez elle qui me touche énormément. Je l'aime énormément. Je sais pas comment le décrire, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc, je t'invite énormément à regarder son travail. Et le deuxième œuvre que je voulais vous présenter, c'est je me suis dit, écoutez, je vais bientôt aller à Arles. Qu'est-ce que j'ai aimé à Arles l'année dernière? Et l'année dernière, j'ai aimé à Arles l'exposition Casa Susana, dont je t'ai apporté le livre. Que j'ai aussi à la maison, ouais. Voilà. Et du coup, tu pourras le refeuilleter pendant que je t'en parle. Donc, ce que j'ai adoré, c'est un travail qui a été d'archives, en fait, principalement, puisqu'en fait, Casa Susana, ça a été créé par, on va dire, une travestie, parce qu'à l'époque, on peut plutôt parler de ça, qui était donc un homme à la base qui aimait se travestir et qui a rencontré sa femme dans un magasin de perruques parce qu'il cherchait à s'acheter une perruque et ils sont tombés amoureux et sa femme l'a poussé du coup à développer cette image-là et ensemble ils ont acheté une maison et ils ont même eu un bar à un moment où ils faisaient des spectacles avec d'autres personnes travesties. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est principalement des photos amateurs, qui sont d'ailleurs principalement très belles. Elles ont d'ailleurs aussi créé un magazine qu'elles distribuaient par réseau, par la poste, où du coup, fallait s'abonner pour pouvoir le recevoir. Et d'ailleurs, dans Transvestia. Merci Transvestia. Et d'ailleurs, on y retrouve aussi, il y avait le frère de Lee Miller, qui est aussi une photographe que j'aime beaucoup, qui a d'abord été mannequin, puis qui a vécu des choses pas très cool dans sa vie, qui a été muse de Man Ray, et qui après est devenue photographe et était une des premières photographes de guerre femmes. Voilà, et donc du coup, son frère faisait partie du mouvement et se travestissait. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est du coup les deux personnes qui se sont occupées de tout regrouper ont fait un énorme travail de recherche de personnes, de recherche de leur vie, etc. Et aussi montrer toutes les limites de ce système-là, qui est d'ailleurs... donc à la base, c'était principalement des hommes hétéros qui se travestissaient, qui emmenaient leurs femmes et qui du coup vivaient tous ensemble et se travestissaient le temps d'un week-end. Et de plus en plus, il y a eu des hommes homosexuels qui ont parfois été rejetés par, du coup, une des personnes qui a créé le magazine, et aussi, du coup, évidemment, des personnes trans, et qui ont aussi été rejetées. Mais heureusement, dans ce même organisme, il y avait une femme, du coup, travestie aussi à ce moment-là, qui s'appelait Gloria, qui, du coup, finançait aussi les opérations pour que certaines puissent devenir des femmes comme elles avaient envie de l'être. Et du coup, c'est hyper important. Et ça se passe fin des années 50, début des années 60. Ou fin des années 60, début des années 70. En tout cas, c'est hyper intéressant de regarder ça et de revoir ces photos qui sont assez magnifiques alors qu'elles sont des travails amateurs. Voilà. Exactement. Et du coup, d'où ce nom Casa Susana, et donc une sorte de refuge aussi et d'exploration pour plein de monde à
à cette époque-là. Exactement. Et qui leur permettait de vivre comme elles avaient envie de vivre et qui en même temps font des échos à la société actuelle où parfois les personnes trans sont c'est ça le mot ? Ostracisé. Ostracisées, merci. Et alors que ça ne devrait pas, surtout dans cet univers-là. Et du coup, c'était très intéressant de pouvoir tous documenter. C'est un très bon travail d'Isabelle Bonnet et de Sophie Hackett. Voilà. Magnifique, magnifique livre. Et comme d'habitude, tous les liens seront en description de l'épisode du podcast. D'autres recommandations ? Oui, deux petites recommandations. La première, c'est... donc moi, ça va être très lié à ce que je regarde habituellement. C'est-à-dire que... Du JDR ? Non, pas loin, mais... rôle. Jeu de rôle. Non, je vais recommander déjà une série que je pense que tout le monde connaît, mais dans le doute, Friends, voilà. Les Simpsons ? Un peu moins, un peu plus queer. Teen Wolf. Ah oui. J'avais pas non plus. Oh. non, voilà. Teen Wolf, je recommande de une parce que c'est queer et de deux, c'est une bonne série et de trois parce que ça m'a beaucoup aidé moi dans la vie de tous les jours. Donc comme je disais tout à l'heure en quatrième, tout ça, le changement, choisir une évolution et du coup à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à me recentrer parce que j'étais tombé par hasard sur Teen Wolf à la télé à l'époque, qui était diffusé sur la 11, je crois. Et du coup, par hasard, je suis tombé dessus. J'ai regardé le premier épisode et je me suis dit, en voyant Scott, dès les premières secondes, en train de faire des tractions à un bras, en train de lire un livre, je me suis dit, j'aimerais bien être cette personne. Tu vois ? Ok. Et du coup, Tu t'es reconnu. je me suis reconnu et je me suis dit, il faut que je change. Et à ce moment-là, en tout cas, je me suis mis dans un truc un peu difficile de sport intense et de régime très intense. Enfin, je ne regrette rien, mais du coup, Teen Wolf m'a quand même aidé à évoluer sur plein de points et j'aime beaucoup cette série. Ok. Et la deuxième, j'aurais dit tout simplement Big Mouth. Je sais pas si vous connaissez. C'est une série Netflix. Netflix. C'est pas trop mon style à la base, mais c'est hyper queer déjà et ça aide de manière générale à trouver un peu qui on est vraiment. Ça fait poser beaucoup de questions et je trouve que c'est très important et moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça parle de la sexualité de manière générale, mais en mode avec des grosses guillemets, en mode enfantin, genre pour pas choquer l'opinion publique. Et du coup, moi ce qui m'arrange, parce que j'ai un peu du mal des fois avec ça, et du coup ça m'a aidé. Et du coup, c'est de là où j'ai appris à mieux connaître ma sexualité aussi. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette série et je la recommande pour le peu que ça peut aider à poser au moins des bonnes questions. Exactement, et puis toutes les informations et toutes les sources d'informations sont bonnes à prendre, donc dès qu'on peut, on y va et let's go. Est-ce que vous avez fini vos recommandations ? Et ben alors, c'est la fin de l'émission. Non. Non, mais oui, je sais, mais c'est l'heure de la tarte au poireau. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous recommandez ? Absolument. Bah oui, quelle question, évidemment. Ah bah je Continuons. sais pas, je demande. Moi, tant qu'on me dit oui, je continue, donc c'est pour continuons. ça. Ok. Je crois que c'est prévu de toute façon. Ouais, c'est un peu prévu. Eh bien, merci beaucoup Laurage Mirage et merci Laurent Tonnoir et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye, gros bisous. Bye. Allez, tarte au poireau. Ok.